Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette agora du Festival du Livre de Paris pour la deuxième édition du prix du roman Marie-Claire, décerné par un jury singulier composé de membres de la rédaction de Marie-Claire et aussi d'une douzaine de libraires indépendants venus de Paris mais aussi de toute la France. Je veux les remercier très chaleureusement de leur présence à nos côtés, de leurs conseils avertis et de leur lecture exigeante. Je tiens aussi à saluer la marraine de notre prix, Karine Thuil. Merci, chère Karine, d'avoir accepté d'accompagner le prix du roman Marie-Claire, qui vous ressemble tant, lui qui vise à mettre à l'honneur un destin de femme d'hier ou d'aujourd'hui, nous éclairant sur notre époque. C'est peu dire que nombre de vos romans porteraient à merveille le bandeau prix du roman Marie-Claire, tant votre écriture fine, souvent impétueuse, ne cesse d'interroger brillamment le monde contemporain, nos peurs, nos doutes, le féminisme, le pouvoir, les réseaux sociaux, etc. Vos livres nous éclairent et parfois même nous aident à vivre. N'est-ce pas là le but ultime de la littérature ? Ne lisez pas comme les enfants lisent pour vous amuser, ou comme les ambitieux lisent pour vous instruire. Non, lisez pour vivre, disait Flaubert. Un auteur indispensable pour beaucoup d'entre nous, et pour Annie Ernaux aussi, qu'il a cité aux côtés de Virginia Woolf dans son discours pour le prix Nobel à Stockholm. Dans un autre texte plus confidentiel, Pourquoi lire, publié en juillet 2020, Annie Ernaux révèle avoir rêvé, petite fille, d'être libraire, tiens, pour avoir des centaines de livres à ma disposition, justifiait-elle. Dans ce même texte, elle rapporte une scène fondatrice où, alors qu'elle reproche à son père de, je cite, ne s'intéresser à rien et de ne lire que Paris-Normandie, celui-ci lui rétorque : les livres, c'est bon pour toi, moi, je n'en ai pas besoin pour vivre. Une parole, assure-t-elle, restait fichée en moi comme une douleur et une réalité inadmissible. La lecture, entre lui et moi, c'est une blessure réciproque. Elle conclut : non, lire n'est pas vivre, et cependant, je vis avec les livres depuis toujours. Si la dernière étude du Conseil national du livre, sortie il y a quelques semaines, nous révèle que nous passons en moyenne 3h14 par jour devant un écran, contre 41 minutes par jour à lire des livres, je veux retenir un autre chiffre de cette même étude. 68% des Françaises et des Français ont envie de lire plus. Et ils sont aussi de plus en plus nombreux à choisir des librairies indépendantes pour trouver leur bonheur. Cette vigueur a de quoi nous réjouir. Bravo aux autrices et aux auteurs qui ouvrent nos horizons et nous font vivre plus fort. Je tiens aussi à remercier nos hôtes au Festival du Livre de Paris, Marie-Madeleine Rigopoulos, directrice artistique, et Jean-Baptiste Passé, directeur général. Merci de votre accueil. Votre festival est un magnifique écrin pour notre prix Marie-Claire. Notre présence y est d'ailleurs fortement accrue cette année, puisque 2 débats y seront menés par 2 journalistes de la rédaction de Marie-Claire. Catherine Castro, grand reporter, animera tout à l'heure, à 17h, ici à l'Agora, une discussion sur le thème du deuil avec Brigitte Giraud et Adèle Von Rett. Et Thomas Jean, journaliste culture et critique littéraire de Marie-Claire, orchestrera demain à 16h à l'Espace Eiffel un échange autour de l'animalité avec Maëlys Adémar, Fanny Wallendorf et Xavier Demoulin. Je vais maintenant passer la parole à Philomène Piéguet, rédactrice en chef culture et célébrité de Marie-Claire, qui travaille ardemment tout au long de l'année à la réalisation de notre prix, aux côtés de Thomas Jean. Je tiens aussi à les remercier infiniment. Bonjour à tous et merci Catel. Je suis très heureuse de retrouver cette année encore notre jury, le jury du prix Marie-Claire, qui a été composé l'année dernière et qui a travaillé très durement cette année et très consciencieusement à nouveau. C'est un jury de haut vol, composé de 15 membres, 3 journalistes de la rédaction, mais surtout 12 libraires, implantés partout en France, des très belles librairies de renom. De Marseille à Lille, de Saint-Étienne à Lorient, en passant encore par Lyon ou Paris.
des libraires que je tiens tout particulièrement à remercier pour leur enthousiasme contagieux, leurs avis parfois très tranchés et leurs suggestions de lecture aussi très avisées et très pertinentes. Donc un grand merci à vous tous. Tout le monde n'a pas pu être là aujourd'hui à cause des vacances scolaires, mais voilà, je sais que tout le monde a beaucoup travaillé. Donc permettez-moi de vous les représenter à nouveau cette année. Hélène Woodhouse pour la chouette librairie à Lille, Emmanuel Savel pour la librairie de Paris à Saint-Étienne, Émilie Berthaud pour la librairie Pantagruel à Marseille, Stéphanie Hannet, la librairie Coiffard à Nantes, Véronique Marchand, la librairie Le Fayère à Rennes, Cézinaldo Poignant pour la librairie Ouvrir l'œil à Lyon, Danong Chen au Vent des mots à Lorient, Simon Gémon pour À tout livre à Paris dans le 12e, Mathilde Guiraud pour la librairie De la Main à Paris dans le 1er, Colette Kerber pour les Cahiers de Colette dans le 4e, Sylvia et Morgane Payoc-Monté pour la Malle aux histoires à Pantin, et enfin Laetitia Roulier pour la librairie Gutenberg à Issy-les-Moulineaux. Merci à tous, vraiment. Merci aussi à Delphine Eldoyen, qui a souvent été le trait d'union indispensable entre ces libraires et la rédaction tous ces derniers mois. Un dernier remerciement encore. Je tiens, puisque c'est le moment de vous rappeler quelle a été notre sélection pour ce prix du roman Marie-Claire 2023, je tiens bien sûr à remercier Thomas Jean, donc, comme l'a fait Catel, notre critique littéraire, que vous connaissez bien maintenant et qui distille tous les mois dans nos pages ses conseils toujours vifs, curieux et souvent passionnés voilà, sur les livres, et qui nous a guidés habilement, Catel et moi, sur le chemin de la sélection, et donc sur le chemin de choix très difficiles et parfois draconiens qui ont dû être les nôtres pour ne retenir malheureusement que 7 romans en lice. Voilà. La sélection, donc. 7 romans francophones parus en cette rentrée littéraire d'hiver, donc entre janvier et mars, et portant chacun en leur cœur un destin de femme d'hier ou d'aujourd'hui, un destin fort, un destin qui raconte quelque chose de son époque, mais qui résonne également avec aujourd'hui. Ces destins de femmes, ces romans nous ont troublés, nous ont émus, nous ont interrogés, dérangés parfois. Ce sont des portraits de femmes captivants souvent et habités, et qui placent souvent l'intime au cœur de questions sociétales qui nous habitent aujourd'hui. Alors, était donc en lice Fille en colère sur un banc de pierre de Véronique Ovaldé chez Flammarion, tragédie familiale, théâtrale et pleine de mystères sur une île méditerranéenne. La Grande Ourse de Mélisse Adhémar chez Stock et son héroïne Zita, fille d'éleveur revenue sur les terres familiales et qui se retrouve tiraillée entre 2 mondes. Jusqu'au prodige de Fanny Wallendorf aux éditions Finitude et son personnage féminin qui fait corps avec la forêt dans un récit fantastique aux allures de conte poétique. Un grand bruit de catastrophe de Nicolas Delisle-Lheureux aux éditions Les Avrils, et Louise, son héroïne fonceuse, bravache, pivot d'un scénario noir. Une chance amère d'Alice Dumacoll aux éditions Anne Carrière, un triple portrait de femme à l'aune d'une famille qui a fui le Cambodge des Khmers rouges. Le mystère de la femme sans tête de Myriam Leroy aux éditions du Seuil, un récit intime et fascinant dans les pas d'une jeune femme russe exilée à Bruxelles, figure de la résistance, puis décapitée sur ordre d'Hitler. Et enfin, W de Laura Ulonati aux éditions Actes Sud, où le portrait d'une artiste peintre, Vanessa Bell, femme dans l'ombre de sa sœur Virginia Woolf, une troublante exploration des liens sororaux. Voilà, pour veiller à la destinée de ce prix du roman et pour veiller sur nos lectures, il nous fallait évidemment donc une présence et un regard protecteur, doux et ferme à la fois. Nous avons choisi une romancière qui ausculte à merveille nos contradictions et nos désirs et qui explore finement la question de l'identité et de la violence sociale. On aime ces personnages féminins dont elle dit elle-même qu'ils ont évolué avec elle au gré de son regard sur la condition féminine. Des personnages féminins peut-être, le dit-elle, un peu soumis à leurs conditions et même aux désirs des hommes dans ses premiers romans et qui peu à peu
se sont émancipés et ont grandi avec elle. On pense bien sûr à Claire Farrell dans Les choses humaines, une intellectuelle reconnue pour ses positions féministes qui vont être mises à mal par l'intrigue. Et bien sûr à Alma Revel, la juge d'instruction antiterroriste de son dernier roman, La Décision. Un personnage très fort, bousculé par les conséquences de ses choix dans sa vie la plus intime. Pour toutes ces raisons, nous sommes très heureux et très heureuses d'accueillir à nos côtés Karine Thuil, notre marraine 2023. Bonjour. Bonjour Karine, donc merci d'être avec nous. J'ai dit les raisons qui nous avaient amenés à vous choisir comme marraine cette année. Et vous, pourquoi avez-vous accepté d'être la marraine du prix Marie-Claire cette année? Alors, non seulement j'ai accepté, mais j'ai dit oui tout de suite. Vous vous en souvenez? Ouais. J'ai même pas pris un temps de réflexion. J'ai été ravie j'étais ravie de cette aventure parce que j'allais dire on est lectrice de Marie-Claire de mère en fille, mais c'est le cas. Moi, c'est ma mère qui m'a fait lire le magazine quand j'étais plus jeune et j'adorais le lire parce que justement, je découvrais des façons d'aborder des sujets de société, notamment sur la condition féminine. Moi, je viens d'une famille méditerranéenne où les femmes étaient plutôt soumises, donc j'avais l'impression de découvrir à travers le magazine de nouveaux visages de femmes, de nouvelles façons de penser, de vivre sa féminité. Et puis il y avait aussi de très grandes interviews culturelles. Enfin, j'avais vraiment l'impression de découvrir un magazine très complet. Et il a continué, j'ai continué à le lire. Et maintenant, ma fille, qui a 25 ans, le lit aussi. Donc vraiment, je n'ai pas eu une hésitation. Puis c'est aussi un magazine qui consacre de très très belles pages à la culture et notamment à la littérature. Il y a toujours des critiques littéraires très fines, très subtiles dans ce magazine. Donc pour toutes ces raisons, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir et je suis vraiment extrêmement honorée et ravie d'être ici parmi vous pour évoquer le magazine, mais aussi mettre en valeur les auteurs et la littérature. Merci. Donc vous allez remettre un prix. À votre avis, qu'est-ce que ça change un prix dans la vie et la carrière d'une autrice ou d'un auteur? Qu'est-ce que ça change pour vous l'avoir vous-même vécu? Vous avez remporté plusieurs prix. Qu'est-ce que ça change? Alors, je pourrais vous mentir et vous dire que ça ne change rien et que les auteurs ne pensent jamais au prix, mais ce serait faux. Ça change beaucoup de choses. D'abord, c'est une forme de reconnaissance. Donc, pour un auteur qui vit la plupart du temps, qui est très solitaire, c'est quand même une activité, on l'oublie, mais où on passe la majeure partie du temps avec soi-même. Donc, d'avoir tout d'un coup un coup de projecteur sur son travail, ça donne confiance. Et puis, ça permet aussi, évidemment, de faire connaître son travail à un plus grand nombre. J'imagine que la personne qui aura le prix aura un bandeau autour de son livre et donc les personnes qui iront en librairie auront peut-être, d'ailleurs potentiels lecteurs ou lectrices de Marie-Claire, auront envie d'acheter le livre pour ces raisons. Donc oui, ça peut être un passage important dans la vie d'un auteur parce que ça assure un certain rayonnement à son travail. Merci. Donc, l'heure est venue, je crois, que vous nous annonciez le nom de la lauréate ou du lauréat du prix Marie-Claire 2023. Alors, je suis très, très heureuse d'annoncer que le lauréat du prix Marie-Claire 2023 est Nicolas Delisle-L'Heureux pour son livre « Un grand bruit de catastrophe » aux éditions Les Avrils. Wow, bravo. Très grand bravo à lui. Nicolas Delisle-L'Heureux, nous vous appelons à nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Félicitations. Félicitations. Votre roman, Un grand bruit de catastrophe, il marche tout seul. Un grand bruit de catastrophe, donc aux éditions des Avrils, a conquis une grande majorité de nos jurés. Je vous présente, parce qu'on ne vous connaît pas encore très bien en France, vous êtes québécois. C'est votre second roman, mais le premier publié en France. Un grand bruit de catastrophe, c'est l'histoire renversante d'un trio d'amis, une fille, 2 garçons, à l'adolescence. Un trio qui fait les 400 coups dans une petite commune de la Côte-Nord, à la frontière du Labrador canadien. Un trio qui fait les 400 coups jusqu'à ce qu'un événement tragique ne vienne percuter leur destin, et tout particulièrement celui de Louise, l'héroïne, qui reviendra des années plus tard, à l'âge adulte, réclamer vengeance et réparation.
C'est une héroïne très attachante, une héroïne forte qui brise tout au long du livre ses entraves, toutes ses entraves. Une héroïne fonceuse, bravache et assez inoubliable, dont vous nous racontez l'histoire sur fond de scénario noir, dans un récit haletant et somptueux et dans une langue percutante et ample. Bravo à vous, félicitations. Merci. Un premier prix? Oui, un premier prix. J'ai pas trop l'habitude. J'ai même fait préparer un discours pour vous, mais est-ce que c'est le moment? Oui, allez-y, c'est le moment. C'est le moment. J'avais peut-être pensé chanter, mais... Donc, quand j'ai appris, merci beaucoup d'abord, quand j'ai appris que je gagnais ce prix, je me suis tout de suite demandé ce que j'allais dire, donc à ce moment précis dans le discours. Je n'ai pas trop l'habitude des prix, donc je ressentais une joie profonde, mais j'avais aussi un certain malaise d'être sous les projecteurs. Puis j'avais envie, en fait, je ressentais la responsabilité d'utiliser cette tribune pour sortir un peu de l'individu puis de réfléchir à quelque chose de plus collectif. Je pense qu'on est dans une ère où toutes les occasions devraient être bonnes, en fait, de réfléchir au commun. Puis là, je me disais, ben là, tu ne vas pas venir jouer les troubles fêtes. Mais malgré mon stress, j'ose parce que c'est ma fête, après tout, et j'ai le droit. Je me donne ce droit-là. Mais rassurez-vous, j'ai pratiqué plein de fois. C'est 5 minutes top chrono, ça ne sera pas trop long. Le prix, donc, récompense, le prix Marie-Claire récompense un roman qui raconte le destin de femmes d'hier ou d'aujourd'hui, je le répète, qui éclaire notre époque. Et je suis très reconnaissant qu'on ait jugé que le destin de Louise Foley méritait un prix. Ça me touche beaucoup. Louise Foley, c'est un personnage de femme bourré de contradictions, mais forte, qui fonce, qui chemine. C'est une badass, en fait. C'est comme ça que moi, je l'aperçois. Puis donc, à cet égard-là, j'aime imaginer que le prix Marie-Claire, c'est un prix féministe. Et j'aime imaginer, qui ne se nomme pas nécessairement comme tel, puis j'aime imaginer que le jury en fait a reconnu dans Un Grand Bruit de catastrophe un roman féministe qui ne se nomme pas comme tel aussi. Puis donc, je voulais utiliser la tribune d'aujourd'hui pour m'adresser à nous les hommes sur l'importance d'être féministe. Les femmes et les minorités de genre ressentent jusque dans leur chair depuis toujours ce que les statistiques implacables démontrent, en fait, les disparités socio-économiques, les violences sexuelles, les féminicides, pour ne nommer que ceux-là. Puis je pense que juste ça, en soi, c'est des raisons suffisantes pour être des alliés féministes, pour avoir une meilleure égalité. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Le roman, c'est donc l'histoire de Louise, mais c'est aussi l'histoire de Marco et de Laurence, deux garçons qui sont pris, comme beaucoup d'entre nous, dans le modèle étriqué de la masculinité. Et je remarque que sur la sphère publique, dans les médias, dans les dernières années, on entend beaucoup parler de souffrance et de détresse masculine. On peut remettre déjà en question ce concept-là. Je pense qu'en cette ère anxiogène et de guerre, c'est difficile d'être humain. Mais le but de mon discours aujourd'hui, ce n'est pas de remettre ça en question, mais plutôt il y a des hommes qui souffrent pour vrai, puis donc je ne remets pas ça en question. C'est plutôt que pour moi, le problème réside dans le fait que quand on parle de détresse masculine, on met ça sur le dos de la libération des femmes et des minorités de genre. Et puis moi, je pense exactement le contraire. En fait, je pense que les hommes, on souffre parce qu'on a de la misère à sortir de faire preuve de souplesse dans notre façon de performer la masculinité. Et donc, être féministe, à cet égard-là, c'est non seulement être des alliés des femmes et des minorités sexuelles et de genre, mais c'est aussi parce que être féministe nous permettrait, à mon sens, ça peut nous servir de planche de salut. Donc, j'arrive à le cœur de mon sujet. En fait, je nous invite, les hommes, à essayer de réinventer la masculinité, notre masculinité individuelle de chacun, une qui nous rend à l'aise, mais aussi une masculinité collective. Je nous invite à embrasser nos doutes, à célébrer nos vulnérabilités, à être fiers de nos limites, parce que quand on fouille dans ces sillons-là, on a accès à qui nous sommes authentiquement, puis en fait, c'est ça qui nous définit notre unicité. Intéressons-nous aux autres, coopérons au lieu de conquérir, acceptons avec humilité de ne pas avoir d'opinion sur tout, plaçons-nous en retrait, restons ouverts, donnons-nous la permission de sortir du cadre auquel on essaie désespérément de cadrer, sans trop réfléchir, et donnons-nous la chance de désobéir à certaines injonctions qui, en fait, n'existent sans doute que dans nos têtes.
Combattons cet affolant discours qui véhicule que se remettre en question nous émascule. Au contraire, je pense qu'on peut être fier d'avoir le courage de se remettre en question puis de mettre le travail nécessaire pour rester des hommes en phase avec notre époque. Élevons nos enfants autrement, écoutons, observons, consommons autrement, faisons l'amour autrement, lisons autrement, et là, on revient à la fête qui s'en vient. Pourquoi pas, lisons autrement, lisons des romans féministes. En résumé, explorons. Explorons avec curiosité, avec avidité, d'autres façons de faire et d'autres façons d'être. Ensemble, faisons trembler rien de moins que les colonnes du temple brinque-ballant de notre civilisation. Elle en a bien besoin. Alors, merci à... On y est là, OK? Donc, merci à Marie-Claire d'aimer assez la littérature. La littérature n'a pas nécessairement la cote. Hein? Je ne doute pas que d'organiser un prix comme celui-là demande du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, merci d'avoir assez confiance en la littérature et d'avoir assez confiance dans les lecteurs et les lectrices. Merci. Merci aussi au jury d'avoir lu. D'abord, félicitations aux autres nominés dans la catégorie, vraiment. On travaille seul, comme c'était dit tout à l'heure, donc félicitations. Puis merci au jury d'avoir délibéré, d'avoir pris le temps qu'il fallait, j'imagine que ça a dû être ardu à certains moments, et puis de vous être évidemment ralliés autour de mon livre. Merci à Lola et Sandrine, les éditrices des Avrils, pour votre façon humaine et lumineuse de considérer la littérature. Puis merci de créer du lien et du sens dans un monde du livre qui doit parfois ressembler au Far West. Merci à Estelle, Léonard et Muriel et toutes les autres personnes que je ne connais pas encore des Avrils, mais en tout cas, vous trois, je vous connais, je vous aime beaucoup, pour votre façon acharnée de défendre mon livre avec fougue et conviction, mais aussi les livres des autres auteurs et des autres autrices des Avrils. Je suis ici aujourd'hui grâce à vous. Là, je veux dire, grâce à moi, je ne suis pas non plus naïf, là, mais merci beaucoup. C'est grâce à vous que je suis là. Et finalement, je vous lance un défi à tout le monde. Les Avrils, ce n'est pas une maison d'édition qui est encore très connue, mais ils publient 10 livres par année. C'est un défi. Lisez-les tous. C'est tous d'excellents livres. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Nicolas. Merci infiniment, Nicolas, pour ces mots enthousiasmants qui nous vont droit au cœur. Encore quelques mots pour remercier nos partenaires que je vais appeler à me rejoindre sur scène. Le Tanneur et Micmac Saint-Tropez qui nous accompagnent généreusement dans la célébration du prix Marie-Claire. J'appelle Christian Rondelet, directeur général de Le Tanneur, ainsi que Alice Benoît, directrice digitale et marketing de Le Tanneur, à me rejoindre. Alice, je vais vous donner la parole quelques instants. En quoi est-ce qu'un prix comme celui-ci vous touche, vous intéresse? En quoi est-ce que c'est important pour vous? Bonjour, merci. Un prix comme celui-ci nous touche énormément chez Le Tanneur parce que on est très attaché à la culture française. Nous, on croit à la littérature, ce que vous avez dit. Et donc, c'est important pour nous de soutenir ce type d'initiative que vous prenez au Marie-Claire, d'organiser comme ça un prix qui promeut du coup la littérature et la culture française. C'est des valeurs auxquelles on croit chez Le Tanneur. Voilà, exactement. Donc voilà, merci beaucoup. C'est vrai qu'on peut, c'est vrai qu'en venant ici, je me suis dit, mais quand même, les gens peuvent se dire, mais finalement, c'est quoi le rapport entre la maroquinerie et la littérature? Et de quoi poser un manuscrit, mettre un manuscrit peut-être, oui, par exemple, ou deux ou trois. Mais bon, nous, ce qu'on aime beaucoup chez Le Tanneur, c'est l'artisanat. Et on trouvait qu'il y avait un lien fort aussi avec vous, les écrivains, les écrivaines, l'amour que vous portez aux mots et le talent que vous avez pour les associer, pour raconter de belles histoires. On aime bien le lier à l'amour de nos maroquiniers qu'ils ont pour la matière et le savoir-faire qu'ils ont pour créer de belles pièces. Donc voilà, c'était ça. Donc, merci infiniment. Un petit cadeau pour vous qui vous accompagnera. Un mot encore pour dire que notre lauréat Nicolas Delisle-Lheureux sera en dédicace tout à l'heure, dès 16h, sur le stand Les Avrils, qui se situe donc le stand A44. Et je vous invite maintenant à rejoindre l'espace Eiffel pour un late lunch, où nous espérons vous retrouver nombreux. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Caroline.